Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien, heureux de vous retrouver où nous allons pendant une heure parler de sport et uniquement de sport avec mes chroniqueurs et des invités acteurs du sport de haut niveau. Au programme ce soir, vous avez l'habitude avec les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Kevin Carrière nous présentera le Zoom de la semaine sans oublier la question du jour, le débat avec le bilan bien évidemment de l'Open d'Australie. Enfin, nous recevrons Sylvain Oulès, entraîneur du Toulouse Olympique 13. Avec nous ce soir, Marek Keta. Bonsoir Marek. Bonsoir. Mehdi Guillonneau. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Jean. Kevin Carrière, bonsoir Kevin. Bonsoir. Et Maxime Brossard, bonsoir Maxime. Salut. Bonsoir messieurs. Bonsoir Jean. Comment ça va ? Impeccable. Le retour de Maxime. Le comeback. Ouais, non, ça va. La semaine dernière, on vous avait appelé juste pour le bonsoir. Ouais, j'étais à moitié endormi dans mon canapé. Je vois le téléphone sonner. Je fais hop, hop, hop. Qu'est-ce qui se passe là ? Et puis je vous entends. J'ai fait purée, incroyable. Ouais, c'était une belle surprise. Ouais. Est-ce que je peux juste vous demander de tourner les boutons parce que je n'entends pas assez, s'il vous plaît, Kevin Carrière. Voilà, on règle Merci. en direct. Voilà. C'est mieux. Niveau de Effectivement, là, ça y est, préparation. j'entends. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Je Parfait. m'inquiétais. Je me suis dit, il y a un Parfait. truc à. On en parlait juste avant l'émission. Grande nouvelle, information, sportez-vous bien. Toute l'équipe autour sera titulaire contre l'Écosse Oh, contre le 15. Ça va finir comme ça. Ouais. Romain en 4 ou en 5, ça vous va Romain ce poste ou pas 4 ou 5, je pense Deuxième que... ligne. Ouais, ce sera parfait. Ouais. Deuxième ligne, ça va. Je vais pas Bon. durer longtemps, mais. Coraline, on vous met où ? Pas 3/4 parce que bon, j'ai pas la taille pour. En 12 ou en 13 ? Non, bah non. Ouais, non, En en troisième ligne. Troisième ligne, ouais, peut-être. Ouais, voilà. En troisième ligne. Elle va découper un peu là. Bon, on va pas gagner, hein. En Pas 6 de ou en bête, 7 là. Mehdi, Kevin sur les ailes. Ouais, ça va galoper. Ouais. Maxime, on le met en 15. Ouais, Bon, ou- moi, ouais. au hasard, je crois qu'on va me mettre pilier à la Ouais. place de Cyril Bay. À droite, vous êtes costaud, vous tiendrez bien la mêlée. Ouais. C'est ça. Lucas avec moi de l'autre côté. Et en fait, on va mettre Marek en À talonneur. l'ouverture. À l'ouverture. À l'ouverture. Ouais, Marek, Je dirais que le meilleur truc. Marek en talonneur, le pauvre, il va finir en chaise roulante. Ça vous va ou pas ? À l'ouverture. Ah oui, bah, ça ira. Et Ou comme- alors on me fait rentrer mais que pour buter, ça me va aussi. Bah, pour buter, je peux y aller. Le premier, c'est vrai. le premier, Ah non, ça le existait. premier pilier qui va buter. Ah ouais, enfin, il y avait un avant qui butait à l'époque, Mais c'était on John peut, Hills parce que avec quand- l'Australie. Quand on s'entraînait à Blagnac, Oui, butait bien, ouais, j'ai c'est vrai. Ouais. j'ai un bon pied gauche. Il y a des Mais ça avants existait, ça, avant, hein. qui butent très bien. Il y avait John Hills qui était le deuxième ligne de l'Australie qui Mon butait. papa me disait qu'à Hoche à l'époque, en deuxième Ah oui, oui. division, c'était le talonneur Mais- qui tapait tous les Mais coups de pied. vous, ouais. vous savez Parce qu'à que l'époque, pourquoi, ils étaient hoches, hein. C'était le moins fatigué. au rugby, avant, il n'y avait pas de poste précis comme ça. Il y avait le 9 qui pouvait lancer en touche ou l'ailier. Ah il oui, y c'est avait- vrai, c'est vrai. Ah ouais, il y avait pas, c'était pas comme maintenant, c'était pas cloisonné quoi. Voilà. Il est content de sa qu'est-ce blague, qui là il en arrive, peut genre plus, il avait fait une blague qui est passée, honnêtement on je la me suis même pas dira rendu pas. compte. Là. Passez à la suite, allez. En fait, ce qui se passe, pour tout dire aux auditeurs, après promis, on démarre l'émission. En fait, j'ai Coraline et Romain en face de moi derrière la vitre. Ouais. Et Romain, je le vois pas parce qu'il y a les caméras où il gère pour les vidéos qu'on peut retrouver toute la semaine sur Facebook, Twitter, Instagram de Spielberg. l'émission et sur YouTube. Sauf qu'à la blague que j'ai fait, j'ai juste vu la tête de Romain qui a bougé. Voilà, bref, ça m'a fait rire. J'ai trouvé ça très drôle. La bonne humeur. Je vois que vous êtes prêts, messieurs, on va pouvoir démarrer avec les coups de cœur et les coups de gueule. Sportez-vous bien. Les coups de cœur et les coups de gueule. Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué comme une joie, une déception. Il y a beaucoup de coups de cœur, il y a un coup d'œil. C'est une première dans Sportez-vous bien, un coup d'œil. C'est la première On fois. innove. C'est Et le on coup a... d'œil de l'ouvreur. c'est ça. Et on a un coup de patin. Je vais commencer par vous, Maxime. Allez, Parce qu'il y avait le grand classique de la saison de hockey cette nuit. Oui, Il y a eu des buts, hein, 7-3, 7-2. 7-3, oui, 7-3, ouais, et 2-3 dans l'autre match. Ouais. C'est la classique hivernale. Donc c'est quelque chose qui a été lancé en 2003, c'est assez récent finalement. C'est un événement en fait de la saison NHL, un peu comme le All-Star Game en fait. Alors d'habitude ça se passe dans un stade généralement de baseball ou de football américain. Mais là ce coup-ci ils avaient mis la barre haute, hein, les organisateurs. Ils ont fait ça dans un décor magnifique et c'était vraiment une classique hivernale historique puisque c'était au bord du lac Tahoe. C'est un lac qui est situé à 2000 mètres d'altitude dans les montagnes entre le Colorado et le Nevada. Donc c'est superbe, on voyait les montagnes en fond, il y avait des sapins autour du stade, on avait l'impression de revenir au premier temps du hockey quoi, quand les types jouaient sur des lacs gelés. Donc ça a été 2 matchs.
Il y a eu des difficultés, on va pas se mentir, parce que le problème c'est que la température était assez élevée et donc il y a eu des soucis de glace, notamment. Il faisait 37 alors les... Oh, peut-être pas, mais en fait la glace a pas tenu et du coup c'était une catastrophe. Il y avait des chutes, c'était très dangereux et le palais avançait même plus à un moment. Du coup c'était notamment lors du match entre Vegas et Colorado et il y a eu je crois 3-4 heures d'attente entre le début et la fin du match pour pouvoir reprendre et finalement donc c'est Colorado qui s'est imposé 3-2 et le lendemain donc il y a eu Boston-Philadelphie. Alors là c'était magnifique parce qu'il y avait le coucher de soleil sur les montagnes avec la patinoire. Enfin je vous invite à regarder les images, c'était absolument sublime. Victoire donc de Boston avec un triplé de Pasternak, voilà, surnommé Pasta. Le Pasta était al dente du coup puisqu'ils ont gagné assez facilement les Bruins. Je vous fais un point rapidement sur la saison. Donc je vous l'avais expliqué un peu en début de saison. Les équipes ne s'affrontent pas entre elles comme ça peut se passer par exemple en NBA ou comme ça s'est passé en NFL. Pour limiter les problèmes de Covid, on a fait des divisions. Donc dans la division canadienne, il n'y a que les équipes canadiennes. Et donc là pour l'instant c'est Toronto et Edmonton qui sont devant. Dans cette division, il y a les 2 meilleurs joueurs de la ligue actuellement qui sont Auston Matthews, qui est l'attaquant de Toronto, il est le meilleur buteur, et un joueur dont je vous parle souvent ici, c'est le MVP, c'est Connor McDavid, qui est le meilleur pointeur, c'est-à-dire c'est lui qui a le plus de buts et de passes au total, quoi. Dans la division centrale, les premiers, c'est les Hurricanes de la Caroline. Dans la division Est, je viens de vous en parler, c'est Boston. Et dans la division Ouest, c'est les Blues de Saint-Louis. Ils se retrouvent quand ? Ils vont quart de finale, demi. Alors les 4 premiers de chaque division vont se qualifier. Voilà, ce sera pour les playoffs. Ouais. En 8e de finale. Enfin, playoff ou 8e de finale. Comme une sorte de 8e de finale, ouais, ce sera. Voilà. Et pour terminer. Oui, rapidement, un point sur les Français. Donc il y a 3 Français actuellement en NHL. Ouais, Pierre-Édouard Bellemare, qui a eu la chance de gagner avec l'Avalanche du Colorado contre Vegas. Ils sont 3e de la division, ça se passe plutôt bien pour lui, il a du temps de jeu, il est plutôt efficace dans son rôle, et il est un peu âgé donc il est là pour encadrer cette jeune équipe. Un pour qui ça se passe moins bien, c'est Antoine Roussel qui joue au Vancouver Canucks dans la division canadienne. Ils sont 5e de la division, c'est pas folichon et ils risquent de pas se qualifier. Et un pour qui ça se passe pas très bien pour son équipe, c'est Alexandre Texier, c'est la pépite un peu du hockey français, hein. C'est le Kevin Carrière du hockey français, voilà. Ils sont 5e de la division, il est au Columbus Blue Jackets, 21 ans seulement. Il a déjà 4 buts et 4 passes, c'est plutôt pas mal. En sachant que là, il y a eu un transfert d'un joueur assez célèbre qui s'appelle Patrick Laine, qui est arrivé dans son équipe et qui lui a pris sa place sur sa ligne. C'est comme vous avec Kevin Carrière en fait. Voilà, c'est comme si moi j'arrivais et que je prenais la place de Kevin. Voilà, c'est ça. Et Kevin est bien meilleur que votre hockey. Et Kevin est bien plus prometteur que moi, donc normalement il devrait me rattraper d'ici là. Voilà. Je reviendrai vers vous tout à l'heure pour parler de sport de combat, de MMA, mais je vais d'abord aller vers vous, Kevin Carrière, justement. On va parler de basket, parce que oui, le basket français marche bien en Coupe d'Europe. C'est vrai que les clubs français en Coupe d'Europe marchent bien. On salue d'ailleurs la victoire du PSG contre Barcelone ce week-end. Mais là, on est sur le basket. L'Asvel a encore gagné contre un gros, en plus, le Bayern Munich. Ouais, exactement. Une nouvelle victoire pour l'Asvel en Euroleague. Donc face au Bayern, qui est actuellement 5e d'Euroleague. Et c'est déjà la 5e victoire de suite pour Villeurbanne. La 4e d'affilée à domicile à l'Astrobal. Donc voilà, une nouvelle fois, l'Asvel a battu un gros d'Euroleague avec une nouvelle fois une adresse à 3 points incroyable, 66% de réussite, un joli 10 sur 15. Donc encore une fois emmené par un très bon David Lighty, un peu comme toujours, et un énorme travail de Mustapha Fall, et c'est 2,18 m dans la raquette. Donc une victoire assez maîtrisée puisque l'Asvel a pris le score en milieu de deuxième quart-temps et n'a plus perdu l'avantage. Ils ont même compté jusqu'à 18 points d'avance. Ils ont eu chaud sur la fin. Voilà, le Bayern a recollé à 77 partout fin de quatrième quart-temps grâce à Wade Baldwin. Mais ça n'a pas tenu et l'Asvel s'est imposé 87-79 et remonte à la 12e place et n'est plus qu'à 3 victoires du 8e, donc pour les playoffs, quoi. Et le prochain match face au Barça, actuel leader d'Euroleague, mais que les Villeurbanais avaient déjà battu au match aller. L'Asvel peut faire le miracle d'aller chercher les playoffs de l'Euroleague ou pas, Mehdi ? Non. C'est déjà un miracle qui se passe. Donc aller accrocher. C'est le plus petit budget d'Euroleague. Donc déjà, ne pas finir dans les 2 ou 3 derniers quand on a le plus petit budget. Et je parle pas d'écart de 2-3 millions de budget. L'Asvel, c'est un petit peu plus de 10 millions. Le Barça, c'est 40 ou 50. Donc voilà, on parle de 3 ou 4 fois plus. Avec des contrats, il y a pratiquement des contrats NBA à Barcelone. Mirotic, c'est un contrat NBA qu'il a le meilleur joueur en Europe. Donc non, c'est déjà un miracle. Et ce qui est surtout très intéressant dans la politique villeurbanaise, c'est qu'ils ont tout misé sur les joueurs, on va dire, entre guillemets, locaux, français. C'est-à-dire qu'ils ont fait revenir un petit peu les meilleurs français dans le meilleur club français. Ce que ne font pas
la plupart des autres équipes. C'est là où il y a le plus de joueurs locaux et ça marche. On le voit sur l'alchimie d'équipe, sur ce qui est mis en place, ça marche. Et autre chose aussi, je voudrais faire un petit mea culpa, c'est que le petit frère de Tony Parker, TJ Parker, qui est le coach, bien, ouais. Que vous avez bien fusillé à un moment donné. Voilà, que j'ai un peu fusillé parce que j'avais beaucoup de doutes. Moi, quand je le voyais coacher de temps en temps, quand il remplaçait Mitrovic, il est en train de me faire mentir en Euroleague. Et tant mieux pour l'ASVEL. J'espère qu'ils vont avoir leur licence pour 10 ans en Euroleague et qu'ils vont continuer à grandir aux côtés de l'Olympique Lyonnais notamment, qui est actionnaire. Et c'est tout bénef aussi de voir que des Français dans le meilleur club français pour l'équipe de France. L'équipe de France qui s'est qualifiée samedi pour l'Euro 2022, mais qui s'est inclinée tout à l'heure lourdement contre la Grande-Bretagne, 94-73. Donc voilà, c'était tout à l'heure à 17h chez nos confrères de l'équipe. En précisant qu'il n'y a aucun joueur d'Euroleague, il n'y a aucun joueur de... c'est des joueurs de proie, quoi. C'est juste pour se qualifier. L'équipe de France montrera, on l'espère, un plus beau visage lors déjà des JO. On est qualifié pour les JO, je crois. Voilà, c'est ça. Cet été où il y aura les joueurs de NBA, il y aura les joueurs d'Euroleague. Donc, normalement, si on arrive à payer les assurances. Voilà, c'est ça. C'est surtout ça à voir. On va garder la parole, Mehdi Guillonneau, parce qu'on est obligé de parler d'un coup de cœur. J'ai envie de parler pour vous, messieurs, un coup de cœur général. Un double champion du monde de ski. Ça c'est beau et c'est presque surtout miracle, qu'on s'y attendait. Ouais, c'est pas miracle, c'est surtout miracle dans le sens c'est où une surprise. Voilà, on s'y attendait absolument pas. On attendait Alexis Pinturo dans ces championnats qui au final ramène une seule médaille et c'est une médaille de bronze. Et on l'attendait au moins une médaille d'or de sa part. Et puis non, elle est venue de Mathieu Fèvre, 29 ans, voilà, qui a toujours été un bon skieur, mais plutôt dans le second chapeau. Voilà, juste derrière les leaders. Et ça a commencé avec il a été champion du monde de parallèle, qui est un nouveau format en tête-à-tête, c'est-à-dire que deux skieurs partent sur deux pistes qui se ressemblent un petit peu, en face à face. Et le premier arrivé à gagner, quoi. Alors oui et non, parce qu'il y a deux manches, parce qu'il y a forcément, comme sur les pistes de ski, c'est ce que j'expliquais juste avant à Kevin ou Marek, je sais plus, les pistes ne peuvent pas être exactement les mêmes, parce qu'il y a forcément des bosses, etc. Donc il y a forcément une piste plus rapide que l'autre, et notamment là il y avait une piste, la piste rouge là, qui était d'un côté, était beaucoup plus rapide que l'autre, donc on passait sur les deux pistes, donc il y avait à chaque fois deux mais c'est le meilleur des temps sur les deux, on a additionné, c'est ça? Oui, au final ça a été ça, même si bon, ça a fait un peu polémique, parce que on va pas rentrer dans les détails, le format est pas complètement terminé, mais c'était très intéressant de voir c'est pour ça, hein. Ouais, exactement, de voir ces face à face là, et donc il s'est imposé. Honnêtement, moi j'ai regardé ça, mais il fait ça un peu pour s'amuser, on va voir ce que ça donne, s'il sort en 8e en quart, c'est pas si grave que ça. Au final il a été au bout en battant les meilleurs du monde, et notamment Philippe Zubcic, qui était un très bon slalomeur. Donc voilà, et puis alors là pour moi ça a été la limite qui s'impose là. Bon, c'est un nouveau format, c'est un peu une surprise, peut-être qu'il y a certains qui étaient moins motivés, etc., même s'il a été vraiment très 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 bon. Et la surprise, c'est venu quand même du géant. Voilà, ça a toujours été un bon géantiste, mais face à Pinturo, face à Christophersen, Marco Schwarz, etc., normalement il est pas censé être là. Déjà, accrocher une médaille, c'était un miracle, et puis au final ça a été le plus régulier sur les deux manches, c'est surtout ça. Il a fini 4e de la première, et ensuite il a géré sur la seconde, alors que par exemple Alexis Pinturo, qui avait fait une première manche mais extraordinaire, honnêtement, la première risque dans la deuxième. Il est sorti très rapidement du fait de la dégradation de la piste, mais il avait fait honnêtement, la première manche de Pinturo, et Luc Alphand le disait notamment chez nos confrères de France 3, c'était une masterclass sa première manche. Voilà, il a absolument pas confirmé sur la deuxième. Voilà, et c'est la régularité qui a payé sur ce géant-là, et la régularité d'un mec qui vit un peu dans l'ombre d'Alexis Pinturo, et qui là est sorti de l'ombre avec ses deux titres. Donc on voulait tous lui dire bravo, évidemment, et on ne s'y attendait pas. Donc c'est un bonheur pour le ski français. On est partout enfin, dans le sport français, on est même au ski, et ça c'est exceptionnel. Non, il nous reste plus que tant d'émissions. On n'a pas 1h30 d'émission, Jean Fureda, pour nous lancer là-dessus. On va dire pourquoi à nos auditeurs. C'est qu'en fait, depuis 18h, quasiment toute l'équipe est là. C'est les débats. Et entre 18h et 18h55, il y a eu des débats sur tout et n'importe quoi par rapport au sport. Ouais. C'est le seul de la vie. Et bien évidemment, le seul qui avait raison, c'était moi. Jean Fureda, bien sûr, notre Marek, chef. Marek, je sais pas si j'ai le droit de parler de votre vie privée à l'antenne, mais allons-y. Vous étiez... Allez. Non, justement. Ça savez pas ce que vous voulez dire, j'en suis là. C'est ça. Vous êtes le fils de Sampaoli. Exactement. Juste pour dire que vous étiez à Marseille ce week-end, et J'étais à justement, Marseille. on va y rester entre C'est guillemets, où c'est votre coup de deuil
sur l'arrivée de. C'est lui qui a accéléré le dossier, même, on m'a dit. C'est ça. C'est pour ça qu'il y était. C'est qu'en fait, les directeurs. Pourquoi Marseille va mal ? Parce que le directeur général, c'est Marek Keita. Voilà. C'est pour ça. Ma vie privée, je suis le fils secret de Jacques-Henri Hérault. Voilà. Oh non. Terrible. Ça me fait même mal de dire ça. On va parler de la situation de Marseille, de l'arrivée d'un fou. Faut le dire clairement, il y a un fou. Loco aussi. Je connais même pas son surnom, mais c'est un peu ça. C'est un peu un fou. C'est le fils de Bielsa. Oui, voilà, c'est le même esprit exactement. Donc Marseille ne gagnera rien. Spirituel, bien sûr. Non, mais voilà. Donc la situation de Marseille qu'on connaît depuis le mois de janvier, ils avaient enchaîné 3 défaites. L'affront des supporters à la commanderie et le départ d'André Villas-Boas pour couronner le tout. Et donc, cette fois, l'arrivée de Jorge Sampaoli, qui est arrivé à un accord avec l'OM. Un accord verbal pour l'instant, mais bon, c'est officiel. Pour un contrat courant jusqu'en 2023, jusqu'en juin 2023. Donc cet été, il n'est plus là. Avec Marseille, on ne sait jamais. Voilà. Mais plusieurs noms étaient sur le tapis. Même avant le départ d'André Villas-Boas, on parlait de Lucien Favre ou Mauricio Sarri, mais ils n'étaient pas hyper chaud parce que ça revenait. Voilà, non seulement pour ce qu'on sait du club de Marseille, mais bon aussi parce qu'on est en plein milieu de saison, etc. Finalement, c'est Sampaoli, donc ancien sélectionneur du Chili, une expérience un peu ratée en Argentine, dont on se souvient très bien. C'est le 8e de finale. C'est exactement ce que j'allais dire. Pour ceux qui ne suivent pas le foot, qui ne suivent pas le sport, vous connaissez tous le visage de Sampaoli. Ouais. C'est le sélectionneur de l'Argentine qu'on voit en gros plan sur TF1 bouche bée au but de Pavard. C'était il y a 2 ans. C'est lui. C'est le petit chauve en survêt qui est bouche bée de la reprise de volée de Pavard. Voilà, qui est Sampaoli. Tout le monde le voit. Pour mettre une image sur, pas une voix du coup, mais bon bref, vous avez compris. Depuis, il avait rebondi au Brésil, à l'Atlético de Mineiro. Pour faire son portrait, c'est un entraîneur typiquement latin, on l'a dit, voilà, fils spirituel de Bielsa pour certains. Passion qui correspond à celle qui anime les supporters marseillais, évidemment. Jeu basé sur la grinta, très exigeant physiquement. Il en demande beaucoup à ses défenseurs, notamment. Il privilégie un peu le 1 contre 1. Donc, pour les joueurs marseillais, ça va demander vraiment un supplément d'âme dont ils sont sûrement capables. Et qu'on voit d'ailleurs revenir là parce que le club marseillais, depuis 2-3 matchs, essaie de se sortir un peu. Ça va un peu difficile de faire pire, mais ça va mieux. Voilà, à l'image de Payet qui commence qui s'est affiné. Il s'est affiné. Il a bossé à la commanderie. Il a déconné. Il avait déconné. Il était très critiqué en début d'année et là il a un peu affûté son physique. Un peu à l'image du club en ce moment. Sampaoli, on a hâte de voir. Jeu très offensif, à 3 défenseurs souvent. Et puis Sampaoli a complètement craqué. Il a complètement craqué ce week-end hier dans le championnat du Brésil. C'était hier pour l'avant-dernière journée du championnat brésilien. Eh bien, il s'est distingué en se faisant expulser pour avoir contesté très vivement. Il est rentré sur le terrain, carrément. Il est rentré et ça va plaire à Marseille. Directement. Ça va plaire aux Marseillais, un gars comme ça. Pour un penalty sifflé contre son équipe. Ça suffira même pas. Bagarre générale à la fin du match. Un type qui a le sang chaud comme ça, des tatouages, qui a de la gouaille et tout, ça peut bien aller dans le paysage, je pense, de l'OM. Ah, c'est sûr. Ah oui, mais je vous expliquerai pourquoi ça suffira pas. Va falloir faire attention parce que l'OM est quand même le club avec le plus de cartons rouges en Europe. Énorme. Et l'arrivée de Sampaoli, je sais pas si ça va. Ils sont pas très agressifs, c'est plus de la maladresse. Vous en pensez quoi en 30 secondes, Mehdi ? C'est de la démago. Jacques-Henri Hérault qui cherche à se racheter parce qu'il est absolument plus légitime, il n'y a plus personne qui l'écoute. Donc pour essayer de faire passer la pilule, il ramène le fils de Bielsa et parce qu'il sait très bien que Bielsa a laissé un souvenir extraordinaire. C'est ça. Donc voilà, peut-être que ça réussira, j'en sais rien, mais Jacques-Henri Hérault s'accroche à son poste. C'est ça. Et pourquoi, on le sait même pas en fait. Extrêmement décrié dans les rues de Marseille, on peut vraiment voir partout. On peut voir des banderoles, mais vraiment partout, des types qui campent devant, c'est limite ils n'ont pas amené leur tente. Même les politiques s'en sont pris à Jacques-Henri Hérault, ça prend une ampleur à Marseille et on ne se rend pas compte. Il a vraiment tout le monde contre lui et le mec s'accroche. Voilà. Ouais, comme quoi, l'argent fait beaucoup, n'est-ce pas ? On se retrouve nous tout de suite, on passe au Zoom de la semaine. Le Zoom de la semaine est retour sur les paris de la semaine dernière. On avait parlé de volley. Toulouse-Poitiers, écoutez ce qui s'était dit. Lucas, 3-1. Coraline, 3-2. Kevin, 3-0. Romain, 3-1. Mehdi, 2-3. Vincent, 3-1. Je vais mettre 3-1 pour Poitiers. Et pourquoi je rigole ? Parce que je savais par avance que j'allais gagner. J'ai dit 3-1. Il y a eu 3-1 pour Poitiers. Et oui, ça a fait 3-1. Une victoire de Sureda. Désolé. C'est vrai que je vous laisse pas beaucoup de choses en ce moment entre les scores exacts au rugby. J'espère que vous prenez les points. Je sais pas combien vous en donnez, mais j'en marque au moins. Ouais, c'est vrai.
Vous prenez des points, mais pas sur Il n'y a pas que vous qui avez donné la victoire de Poitiers. Donc, et en plus, je pense que vous Coralie, pouvez me couper remercier. le micro à Marek, s'il vous plaît. Et je pense qu'en plus, vous pouvez me remercier Pourquoi parce que vous avez changé d'avis et vous avez mis la victoire de Poitiers au moment où moi je l'ai donnée pour pas que je sois tout seul. Non, c'est faux. C'est faux parce que tout le monde. J'allais mettre Poitiers parce que comme je parie en dernier, vous êtes mauvais joueur. Mais écoutez l'émission de la semaine dernière, j'en suis là. J'ai fait le montage tout à l'heure, je l'ai écouté l'émission. Tout le monde a mis à domicile. Donc Toulouse, vous avez mis Poitiers, et moi je me suis dit, en fait, tous les scores à domicile étaient pris. Le 3-1 a été pris 3 fois, il y a eu le 3-0 de Kevin, il y a eu le 3-2. On a compris, il a voulu faire l'original. Mais bien évidemment, comme vous, arrêtez. on va le voir tout de suite avec votre match nul La Rochelle-Toulouse. On le voit venir tout de suite. Oui. Le 12-12. Le 12-12. Le 16-16, on le voit venir, je l'ai déjà noté. Samedi, on va regarder s'il y a du vent à La Rochelle. Kevin, on va parler de rugby. La Rochelle-Stade Toulousain, c'est un match en retard samedi 21h05 chez nos confrères de Canal+. Ouais, voilà, le choc entre deux des meilleures équipes du top 14 avec La Rochelle leader et meilleure équipe à domicile du championnat avec 9 victoires en 9 matchs. La Rochelle qui est simplement invaincue à Marseille de France en top 14 depuis le 24 mars 2019 et à l'époque c'était le Stade Toulousain qui s'était imposé 23-19 avant de finir cette année-là champion de France. Des Rochelais qui retrouvent et donc reçoivent le Stade Toulousain ce week-end. Toulouse 3e à seulement 1 point des leaders Rochelais et c'est aussi la meilleure équipe à l'extérieur du championnat avec 6 victoires et 3 défaites en déplacement. Donc voilà, au programme la meilleure équipe à domicile face à la meilleure équipe à l'extérieur. Donc on aura assisté à un gros match et cette saison à l'aller c'est à Ernest-Vallon, c'est le Stade Toulousain qui s'est imposé 39-23 et les deux équipes par contre étaient au complet avec les internationaux. Ce week-end, ils n'y seront pas. On est sur un match en retard, ça on est d'accord. En période de doublon, comme vient de le dire Kevin, ça change beaucoup de choses. Et pour le Stade Toulousain, et pour La Rochelle aussi, Maxime. Ouais, mais je pense qu'au niveau du jeu, ça va pas changer les intentions du Stade Toulousain. On l'a vu contre Lyon. Ils sont fidèles à leur ADN. Qu'ils aillent à Lyon, qu'ils aillent à La Rochelle, qu'ils affrontent n'importe qui, ils gardent quand même cette identité de jeu, ils jouent pas petit bras même si ils jouent contre des équipes qui les attendent au tournant. La Rochelle, je dirais peut-être c'est pas tout à fait pareil. Par contre, je trouve que depuis qu'il y a eu ils ont quelques internationaux qui ont été pris, je trouve qu'ils ont baissé un peu de pied. Il y a des matchs qui sont peut-être un peu moins qualitatifs. Ils ont resserré un peu le jeu devant. Ils ont un jeu, on va dire, un peu plus minimaliste. Mais bon, ils gagnent assez petitement, mais ils gagnent à chaque fois. Donc ça va être un duel de style assez intéressant à voir. Et oui, j'attends de voir ce que va me dire Mehdi sur la météo parce que je pense que ça va avoir un rôle assez important. Ouais, parce que je suis en train d'essayer de voir s'il y a du. Alors, il va faire beau, mais est-ce qu'il y a du vent? Parce que chez nous, ça fait une semaine qu'il fait beau, mais avec ce vent, il faisait meilleur cet après-midi sous la pluie. C'est vrai. Il n'y avait pas beaucoup de vent en Rodez. On n'en parlera pas. On n'en parlera pas. Mais bon, on verra bien pour le. J'attends votre réponse, Mehdi, mais on va commencer par les paris. La Rochelle, Stade Toulousain. Allez, Romain, on va commencer par vous. Romain. 20-18 pour La Rochelle. 20-18. Maxime. Allez, le Stade va faire un coup, je vais dire 20 à 25 pour le Stade. Moi, je donne 25-14 pour La Rochelle. Kevin. 22-16, Stade Toulousain. Mehdi, je mets 16 partout. 18 partout. 18 partout. Quand même. 18 partout. Ouais, non, parce que j'ai regardé et j'avais pas vu l'horaire du match. Effectivement, le soir, il fait un petit 5-6 degrés, donc ça va pas être la folie. Coraline. 38-35. Oh oui, c'est beau ça. C'est mon défense ou quoi? Open bar là. À Pau, il y a des essais. Et Marek. Et ben moi je vais sur l'analyse de notre Maxime Brossard, je vais partir sur 19-21 donc pour Toulouse. Une courte victoire du Stade Toulousain. Merci messieurs, on va pouvoir passer à la question du jour. Sportez-vous bien? La question du jour. Une question chaque semaine où les chroniqueurs ont 4 minutes pour y répondre. C'est très simple, bien évidemment quand on a la réponse devant. Quelque chose d'actualité, messieurs, je vous aide. Il s'est passé quelque chose hier, pour la première fois depuis le 31 mars 2012. On est en tennis. Quoi donc? On est sûrement en tennis. Bien sûr que non. Ah là là là. C'est un sport collectif déjà. Oui. C'est le football? Oui. Voilà. Le foot. Ça doit être PSG Monaco, non? C'est un lien avec ce match-là? C'est un lien avec ce match-là. Ah, c'est la première fois que le PSG... Romain est là. Depuis l'ère Qatari. Alors, Monaco est devenu la première équipe à pas 2 fois le PSG dans la même saison depuis Nancy, je crois. Très très bonne réponse. Alors là, bravo Romain. Pour quelqu'un qui sait pas que le foot se joue au pied. Bravo Romain. Et oui, l'AS Nancy-Lorraine était la seule équipe
depuis 9 ans à avoir battu 2 fois dans la même saison. Ils avaient gagné Incroyable. 1-0 au Parc des Princes sur un but d'un ancien Sochalien, Jean Calvé. Jean Calvé. Jean Calvé, la joué à Incroyable. Sochaux. Oui, On s'en souvient pas. une année, pour moi, c'est le Mans, ça. 2005-2006. Ah, Et, il a retenu. Nancy avait battu le Paris Saint-Germain à la 91e minute le 31 mars donc 2012. La question pour moi, vous vous doutez bien, vu que les coups de cœur et coups de gueule, il n'y avait pas de foot, à part Marseille, mais donc c'est pas du foot. Il fallait bien que j'en parle un petit peu. Le Paris Saint-Germain a encore perdu hier. Ma question, elle est très simple, on a 2 minutes là-dessus. Est-ce que le Paris Saint-Germain peut terminer 4e de la Ligue 1 et aller en Europa League, ce qui serait absolument incroyable et un tremblement de terre terrible. Sauf s'il gagne la Ligue des Champions. Sauf s'il gagne la Ligue des Champions. Ce qui serait bien, ça ferait 4 clubs français. N'empêche que je pense que ça serait serait sympa pour le PSG aller en Europe. Enfin, ce serait sympa. Les connaissent supporters bien. vont pas dire ça, mais le PSG en Europa League, ils auraient la chance de remporter le trophée. Ça ferait une Et C2 ça- et une ça- C3, il manquerait plus que la Non, C1 mais et ça c'est serait, réglé, je quoi. pense que ça ferait une belle petite aventure, ça ferait gagner un trophée européen, ça permettrait d'engranger peut-être un peu d'expérience. Après, c'est sûr que c'est pas un club de standing à se retrouver là, ils vont pleurer. Hein. Hors antenne, on parlait d'argent. Le problème, c'est Ouais. pas la Ligue Europa qui pose problème. Ouais. Comme le dit Mehdi, c'est la vraie Coupe d'Europe. Il y a des Bah pays oui, oui. partout et tout. Pas de problème. Mais la dotation, je crois Bah que oui. le vainqueur de la Ligue Europa gagne 5 fois moins que Ah le bah oui. Non, et demi-finaliste puis de la même Ligue des Champions. En quoi. termes C'est- d'image, c'est sûr que. Ouais, voilà. c'est Mais pas par comme s'ils en contre, avaient besoin. c'est ce que je dis souvent et je le salue à mon parrain que je parle beaucoup dans l'émission. Je lui dis souvent au téléphone, je dis mais le PSG qui n'arrive pas en Ligue des Champions pour X ou Y raison, se faire les dents sur une Ligue Europa, aller chercher une Coupe d'Europe, une aller fois, chercher ouais. une Coupe d'Europe, aller chercher une Ligue Europa, est-ce que c'est pas ce qu'il faut pour le PSG? Peut-être, en tout cas, oui, ça leur permettrait de franchir un cap, peut-être, de se mettre dans de bonnes conditions. Voilà. Bon, et puis ce serait pas ridicule, je veux dire. Bon, Chelsea l'a gagné, Chelsea l'a gagné, Manchester United l'a gagné, l'Atlético l'a gagné. Voilà. En fait, depuis, ils font ce pas serait grand-chose. pas choquant, quoi. Enfin, C'est pas honteux. non. Mehdi? Non, puis, juste c'est une belle Chelsea, compète. Chelsea-Manchester, depuis qu'ils l'ont gagné, n'existe toujours pas sur la scène européenne. Après, c'est autre chose. Ouais, Le PSG a déjà gagné une Coupe d'Europe. qu'on le veuille C'est le bien, dernier et club c'est- français à avoir gagné une Coupe d'Europe. Et c'est celle-là. Et je pense que cette Ligue Europa, justement, elle est plus, pour moi, pour des clubs comme Lille, Lyon, qui doivent aller les gagner ou en tout cas aller loin, que le PSG qui n'a plus vocation à ça de toute façon. c'est pas Et- la même galaxie. Et honnêtement, s'ils vont gagner la Ligue des Champions, finir 4e. Mais revenons sur ma Et question. même, je pense que les supporters parisiens s'en foutent de gagner la Ligue 1 s'ils vont loin en Ligue des Champions. Quoi. Revenons sur ma question. Est-ce que Paris va finir 4e et pourquoi possible. je me suis amusé tout à l'heure Non, où c'est Lyon. j'ai fait un classement des confrontations directes. Donc entre Lille, Lyon, Paris, Monaco, c'est simple, Paris est dernier avec 1 point. C'est Lyon qui Ils vont domine. repasser devant Lyon bientôt. C'est Lyon qui domine avec 7 points, Monaco a pris 6 points, Lille a pris 5 points et Paris a pris 1 point. Uniquement, c'est contre Lille le 0-0. Paris n'y arrive pas contre les gros. C'est la seule équipe d'ailleurs qui n'a battu aucun des 3-4 premiers du championnat. Est-ce que le Le PSG souci, peut c'est finir qu'ils y sont 4e? pas arrivés contre Lorient aussi. C'est plus dérangeant. Ouais. Si j'étais pas Contre arrivé Lorient, contre les contre autres, c'est pas Lens, grave. oui. Voilà, non, après, moi, honnêtement, je les vois pas finir 4e. Je pense qu'il y aura forcément une équipe qui Qui se va réveiller, craquer qui- devant. qui craquera, qui finiront au pire 3e, je pense. Voilà. Moi, je pense que Lille va craquer là. Lyon, Je pense que Lyon va être champion de France et que Lille va craquer. et- Ça serait bien Enfin, un peu en tout que ça cas, change, le champion. vu la période, l'équipe qui joue la moins bien, qui a le moins de caractère, qui pour moi est sur une pente hyper descendante, c'est Lyon justement. Voilà. Ouais, Alors mais que de telle Lille, individualité que ça peut repartir vite, non? à Brest, ils auraient dû perdre. Donc non, ils peuvent se faire taper partout et c'est bien le problème de Lyon. Comme contre Sochaux en Coupe de France. Ah, on l'attend tous à ce match. Non, on parle de club de foot. Donc on parle pas de Lyon. D'accord. Bon, merci messieurs. On se retrouve nous dans moins de 3 minutes avec notre invité. À tout à l'heure. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. More than power, never.
over. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Sportez-vous bien. L'invité. Notre invité est un ancien joueur reconverti entraîneur, passé en Angleterre. Sylvain Houlès fait le bonheur du Toulouse Olympique 13 entre 2006 et 2012 comme joueur. Et depuis 2013 comme entraîneur, il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Sylvain, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct dans Sportez-vous bien. Vous êtes entraîneur du rugby d'une équipe de rugby à 13. Vous vous doutez bien de la première question. Alors, à part les 2 joueurs en moins par rapport au rugby à 15, sur les grandes lignes, quelles sont les différences entre le rugby à 15 et le rugby à 13 ? Voilà, la principale règle, c'est que nous, quand on est plaqué, donc quand on est en attaque, on est plaqué, on n'est pas obligé de lâcher le ballon. On remet le ballon en jeu par une tenue et nous avons donc 5 possessions de tenue avant qu'on rentre la balle. Donc soit après, au bout de 5 tenues, on rentre la balle par un jeu au pied si on veut gagner un peu plus de terrain, ou soit on tente à la main pour essayer de marquer un essai. Et après, défensivement, la plus grande différence, c'est que la défense doit reculer à 10 mètres. Donc voilà, en gros, vite fait, hein, les gros points, les 2 grosses différences avec les autres rugby. Il y a le rugby à 7, où souvent on voit des joueurs de rugby à 7 passer au rugby à 15. Est-ce qu'un joueur de rugby à 13 peut passer à 7 ou à 15, ou c'est vraiment encore quelque chose de vraiment à côté ? Non, c'est possible. Il y a beaucoup de joueurs de rugby à 13 qui sont passés au rugby à 15. Dans l'autre sens, un peu moins. Et au rugby à 7 aussi. Alors, il faut savoir, voilà, le rugby à 13 est quand même un sport très très athlétique. Il y a un gros volume de jeu, puisque du fait que sur les possessions, il n'y a pas beaucoup d'arrêt de jeu, il y a pas les défenses, il faut reculer. Donc il y a vraiment athlétiquement, on est capable de monter à des temps de jeu effectifs de jusqu'à 60-65 minutes. Donc voilà, c'est vrai que c'est athlétique, ça demande beaucoup de vitesse, d'endurance, il y a beaucoup de gros contacts. Voilà, un peu. Donc, par rapport au rugby à 15, où il y a quand même ces phénomènes de poussée, de touche aussi, il y a un peu plus d'arrêt, et le jeu au pied aussi, qui fait que voilà, c'est un peu plus, des fois, haché, entre guillemets. Tout à l'heure, on va parler du fait que le TO13 joue dans le championnat anglais, mais vous, en tant que joueur, vous avez beaucoup joué en Angleterre, vous avez joué dans le 13 catalan, vous avez joué à Toulouse au TO13, mais beaucoup en Angleterre. C'est en Angleterre où le 13 est le plus développé ?
En Europe et même En plus loin Europe. dans le monde ou pas? En Europe, oui. Bon, voilà, que c'était surtout moi, c'était le début du professionnalisme en Angleterre sous les années donc 98 où ils sont passés pro. Donc voilà, moi je commençais, c'était ma génération et donc voilà, j'avais toujours ce souhait de jouer en Angleterre donc et être professionnel de mon sport. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai tenté ma chance là-bas. Après, dans le monde, non, les meilleurs c'est les Australiens et les Néo-Zélandais. Oui, c'est Voilà, vrai. là, il y a un très très gros championnat qui il faut, même pour le comparer, c'est du niveau de notre championnat comment on appelle ça, de foot, si vous voulez, de la première division de foot. Hein, où il y a tous les matchs qui sont retransmis en direct sur les télés. Enfin, voilà, c'est vraiment en Australie, c'est un sport énorme et c'est le sport numéro 1 en Australie. Donc voilà, c'est vraiment la référence pour nous dans notre sport. En tant qu'entraîneur, depuis 2013, donc au TO13, où vous avez réussi le doublé en 2014, titre de champion de France et la Coupe de France. Et pareil, en 2015, il y avait entre guillemets que le championnat. Ce sont vos meilleurs souvenirs en tant qu'entraîneur? Oh, au début, oui. Toujours, quand on commence et de gagner ces titres, et surtout notamment la Coupe de France, quand on voit que le club existe depuis 1937 et on n'avait jamais gagné. Donc voilà, c'était notre première Coupe de France, donc vraiment c'est clair que c'est des grands souvenirs. Après, il y en a eu d'autres, parce que bon, maintenant, avec cette montée dans le championnat anglais, avec ces oppositions contre les meilleures équipes d'Europe, où on a joué des oppositions de la Super League, qui est le meilleur championnat en Europe, où on a rivalisé avec certaines équipes. Enfin, voilà, il y a de beaux souvenirs aussi. Et surtout, ce qui me fait dire ça, c'est qu'on est tellement évolué, on est passé, quand je regarde les matchs, quand on a été champion de France ou quand on a gagné la Coupe, et le niveau de notre jeu maintenant, c'est vraiment énorme. Justement, pour les auditeurs qui nous écoutent sur Sportez-vous bien, ils sont peut-être en train de se poser la question, mais Toulouse dans le championnat anglais, est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment ça s'est fait, si vous le savez, pourquoi Toulouse est dans le championnat anglais pour le rugby à 13? Et d'ailleurs, Perpignan, hein, les Dragons catalans. Les Dragons catalans sont eux en Super League, et pareil, voilà. ils sont en Ligue 1 aussi, il y a Perpignan aussi. Voilà, donc le Perpignan est en Super League, donc c'est le championnat. Le top 14, Ligue, quoi. Voilà, du rugby à 13 en Europe. Donc voilà, nous après les deux titres de champion de France, on avait le choix de rester encore dans le championnat de France et un peu entre guillemets de stagner ou l'objectif de rejoindre un petit peu les Dragons catalans en Super League. Donc voilà, ça a été notre souhait, ça a été le souhait de notre président Bernard Sarrazin d'évoluer au plus haut niveau en Europe. Par là, donc, il a fallu qu'on intègre la 3e division, donc la Ligue 1, que nous avons donc remportée. On est passé donc après maintenant en Championship, qui est la 2e division, et ça fait 4 ans qu'on est en Championship. Et là, maintenant, on a fini 5e, après 3e, après 2e. Bon, l'an dernier, on était premier avant que ça s'arrête. Mais bon, voilà, il faut savoir qu'il y a des playoffs, c'est un système de playoffs, et il n'y a que le champion qui peut monter en Super League. Donc voilà, c'est un long championnat, il faut se battre, il faut se qualifier pour les playoffs et derrière être champion pour accéder à ce fameux Graal qui est pour nous la Super League. D'ailleurs, en Ligue 1, en 2016, vous avez été élu meilleur entraîneur du championnat, si je crois bien. Voilà, ouais. Oh, non, c'est toujours bien au niveau personnel et ça récompense bien évidemment un travail. Une question de Maxime Brossard. Oui, bonsoir Sylvain. Bonsoir. Alors j'avais la question qui fait mal, j'ai envie de dire. Ouais. L'an dernier vous étiez premier, ça s'arrête. Cette année vous avez monté un dossier qui était plutôt costaud, ça sentait bon pour pouvoir arriver en Super League après la défection de Toronto. Ça s'est pas fait. Dans quel état d'esprit vous êtes? Vous n'êtes pas trop abattu avant de reprendre la saison? Comment ça se passe mentalement? Ça met pas un coup d'arrêt ça? Ouais, sur le moment on a été tous très, on a vécu ensemble en direct l'annonce avec les joueurs et les dirigeants et c'est vrai qu'on l'a été. Bon maintenant, j'ai envie de dire on est passé très très vite à l'objectif qui était monté sur le terrain. Ça a tout le temps été notre objectif. Voilà, avec Toronto qui sort de la Ligue, il y avait une candidature. Bon, on aurait été content de monter sur dossier, sur papier. Maintenant, voilà, de se le faire sur le terrain. Les joueurs ont rebondi très très vite. Le lendemain, on s'est retrouvés à l'entraînement et j'ai trouvé vraiment une énergie formidable. Et je pense que même un peu revanchard et utiliser cette parce qu'on a été triste. Et je veux pas mentir aussi. Hein, on a été déçus et tristes. Mais derrière.
On a tous signé pour le gagner sur le terrain et donc on va se le faire comme ça. Et c'est l'objectif de la saison là à venir, la montée en Super League oui, direct. Ouais. Oui, il faut. En plus, avec vraiment, on a avec le recrutement que l'on a fait, on a signé de très très bons et grands joueurs. Et on a dans notre équipe des joueurs qui ont gagné la Super League plusieurs fois. Il y en a notamment un qui arrive de Sainte-Hélène, c'est qu'il a gagné donc les 2 dernières années. On a des joueurs, Mitch Garbett qui l'a gagné avec Leeds. On a Rémi Castille, donc l'ancien capitaine des Dragons et de l'équipe de France qui a gagné la Coupe d'Angleterre. Donc voilà. On a monté vraiment une équipe de compétiteurs, de joueurs qui ont déjà su, qui ont cette victoire, un petit peu cette culture de la victoire et de la gagne, qui ont su gagner des matchs de play-off. Et donc c'est clair que l'objectif est là. Ça ne va pas être simple, on le sait, il y a de très très bonnes équipes, il y a de très bonnes écuries. Et puis après, il y a tout ce qui va avec le Covid maintenant, qui aussi va falloir gérer semaine après semaine et peut-être même jour après jour parce que ça évolue tellement vite. On va en parler bien évidemment du Covid. Un championnat qui aurait dû débuter courant février, c'est reporté. Vous allez commencer le 3 avril prochain, ce sera en Angleterre. Comment on se prépare au quotidien face à ça? Et puis vous, l'entraîneur, on prend l'exemple du 15 de France actuellement qui prépare mais qui est sous l'avalanche de cas de Covid. Est-ce que c'est une peur aussi de préparer presque des matchs pour rien avec des joueurs titulaires qui 2 jours avant, on va savoir qu'ils ne pourront pas venir en Angleterre? Oui et non. C'est notre job un petit peu de planifier, de programmer et d'anticiper. Il faut, on a maintenant ce Covid. Alors c'est des choses que ça va être dur parce qu'on ne peut pas tout contrôler et c'est ça qui fait un petit peu peur. Après, depuis qu'on est dans ce projet, on a vécu beaucoup de choses, de rebondissements, alors sans rentrer dans tous les détails, etc. Mais on a tout le temps trouvé la solution et c'est notre job pour nous de se trouver des solutions. On va pas se trouver d'excuses. On est là pour tout le temps avancer, pour voir comment on va arriver à... des fois, peut-être, il va se poser la question comment on va pouvoir aligner une équipe, 17 joueurs sur une feuille de match. Mais il va falloir aller trouver des solutions. Voyager, ça va être un gros souci aussi. On est en train déjà de programmer le premier voyage parce que, avec toutes les restrictions et tous les protocoles. Suivre les protocoles, c'est important pour nous. Après, derrière, on est très, très exigeant, même avec les joueurs. Il faut on est testé toutes les semaines. Pour le match touche du bois, on n'a eu aucun résultat négatif. Ça veut dire que les joueurs arrivent à l'extérieur, c'est surtout à l'extérieur, à faire en sorte qu'ils gardent, c'est surtout se protéger, garder les distances sociales. On leur demande juste ça, au moins qu'ils portent les masques, garder les distances, se désinfecter et ça va marcher. Après, il ne faut pas qu'on le fasse rentrer dans notre camp. C'est vraiment notre philosophie et aussi se fixer aussi comme un objectif de le vaincre et de ne pas avoir de cas de Covid sur toute la saison serait beau pour nous. Ça va faire partie d'un des challenges. Maintenant, il y a des challenges sportifs, gagner des matchs. Mais avec le Covid, c'est le challenge de pas avoir de cas de Covid. Donc voilà. Au plus du Covid, il y a au niveau géopolitique, j'ai envie de dire, il y a le Royaume-Uni qui est sorti de l'Union européenne. Ça, dans la préparation, ça change quelque chose ou pas du tout? Non, encore une fois, c'est que des papiers pour nous. Ça, c'est du papier. C'est vraiment, pour nous, c'est des affaires de visa et de papier qui sont faciles à gérer. Ça. Il y a une reprise le 3 avril, mais un retour à domicile mi-avril, le 17 avril. Vous jouez à Ernest Vallon, bien évidemment, tout le monde le sait, le terrain du Stade Toulousain. Malgré le huis clos, c'est un vrai plus d'être au quotidien sur les terrains du Stade Toulousain ou pas? Ah oui, c'est sûr que c'est une autre dimension. On l'a vécu l'année dernière quand on a fait 2 matchs et voilà, c'est un stade mythique, une belle pelouse qui a été refaite, qui est complètement neuve et une nouvelle génération d'hybrides. Donc voilà, il y a beaucoup d'espace, c'est un terrain très large pour nous. C'est vrai que on a été, et même jamais de dire les premiers matchs, on a été un peu nerveux parce qu'on voulait réussir. C'est notre nouvelle maison et on veut bien faire dans cette enceinte. En parlant de nervosité, il y a quand même une impatience ou pas de reprendre là début avril? Comment on canalise, j'ai envie de dire, l'entraîneur, vous, l'entraîneur, le staff et les joueurs, de se dire bon ok, ça fait un moment qu'on n'a pas joué, on va y retourner, mais par contre calme, tout le monde se calme et on travaille bien au quotidien. C'est dur ça, non?
Très, juste pour la petite anecdote, donc on joue les Dragons catalans le 13 mars, donc c'est dans 20 jours, je sais que c'est 20 jours parce que j'ai un joueur, il n'arrête pas de me compter tous les jours, chaque fois qu'on se voit, et tout ce matin, il n'a pas arrêté de me dire 20 jours, coach. Donc voilà, ils sont impatients. Le 13 mars, même pour la petite histoire, ça fera 1 an qu'on s'est arrêté, on a arrêté le 13 mars en 2020, et donc voilà, on va reprendre le 13 mars 2021 contre les Dragons, encore un match amical, tout sera, mais c'est vrai que non, ils sont très impatients, sachant que bon, on a commencé la préparation le 30 novembre, donc ça fait déjà presque 3 mois, 3 mois et demi qu'on y sera. Donc voilà, les joueurs, là c'est long, les pré-saisons. Normalement, elles sont déjà très longues, là elles sont encore plus longues, donc ils sont assez impatients de retrouver les terrains. Nous, de notre côté, il fallait cette longue préparation, parce qu'après cette coupure, on s'aperçoit que quand même les ligaments, les tendons, les articulations, il a fallu un peu de temps pour les remettre en place. Encore, on a quelques pépins musculaires voilà, cette non-compétition pendant d'aussi longs mois. Pour terminer, quand on revient en novembre après une longue période de sans entraînement, on pense à quoi? On pense tout de suite au physique, ou on est là pour faire plaisir entre guillemets aux joueurs et on leur donne le ballon tout de suite là? Oh non, après bon, nous on a un modèle quand même d'entraînement et même de jeu où il y a beaucoup de ballons. On fait tout avec le ballon, donc voilà, il y a des parties un peu physiques, il a fallu, mais notre mot d'ordre c'est de repartir à zéro. On est reparti de très très loin, même avec le ballon, même avec les passes, parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas touché de ballon depuis qui n'avaient pas touché le ballon depuis un moment, donc on est reparti quand même de très 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 loin, mais malgré tout, on a eu quelques pépins musculaires qui vraiment, voilà, normalement, c'est très rare chez nous qu'on ait des pépins musculaires, et là on a eu quelques ischios, quelques mollets, donc voilà, c'est vrai il va falloir le prendre en compte, et même je pense que sur la saison, encore, voilà, on n'est pas rentré dans les 80 minutes à jouer à fond, 100% avec les contacts, et je pense que ça, il va y avoir un peu de casse. Ouais, un peu de casse. Merci beaucoup Sylvain Houlès d'avoir été avec nous. Écoutez, merci à vous, c'était avec grand plaisir. Et bien évidemment, bon courage. On suivra bien évidemment les performances du TO13 toute la saison, en espérant quelque chose de fantastique à la fin de la saison. Et on remercie Thomas aussi du club qui nous a permis cette interview. Merci beaucoup Sylvain. Et nous, on va pouvoir se retrouver tout de suite avec le débat de la semaine. Sportez-vous bien. Le débat. Hier, c'est terminé le premier Grand Chelem, j'ai presque envie de dire le premier vrai tournoi de tennis de la saison. Osaka chez les femmes, Djokovic chez les hommes ont triomphé à Melbourne et lancent la saison de tennis. Une saison qui, bien évidemment, sera forcément marquée par le Covid. À chaque fois qu'il y a du tennis, je rigole parce que je me tourne vers Maxime Brossard, le grand spécialiste. Et vous avez entendu mon retour pour faire un débat tennis, je le sais très bien. En fait, on voulait pas le faire sans vous. Ah ouais, c'est sûr, ouais, c'est mythique. Hein. Il nous reste 10 minutes, messieurs, pour parler de ça. Déjà, comment vous avez trouvé, d'une façon générale, cet Open d'Australie, Mehdi? Moi, ça m'a pas du tout intéressé. Je vais pas vous mentir. D'habitude, quand il y a un Grand Chelem, je le regarde. Et là, le retour du tennis, ouais, j'ai regardé. C'était sympa de regarder 2-3 matchs avec du public, mais passer le truc où effectivement c'est bien de voir du public. Je sais pas pourquoi. On en parlera peut-être après. Mais alors, le tennis, moi, cette année. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vont nous intéresser. À mon avis, la seule tournoi qui va m'intéresser, c'est s'il y a les JO, ça sera les JO. Ah oui. C'est vrai ? Ouais, Vous, l'ancien Australien, on le rappelle, vous avez été 1 an en Australie, forcément, ça vous fait quelque chose, cet Open d'Australie. Puis vous aimez le tennis, je crois, de façon générale. Donc, voilà. Le tennis, ça me plaît. J'avais eu l'occasion d'y aller et je pense que c'est pour ça que je me suis intéressé cette année. Honnêtement, ça fait toujours plaisir de voir un endroit où on s'est rendu, on a vécu des émotions. Mais je crois que sans ça, j'aurais sûrement été un peu comme Mehdi. Et de toute façon, j'ai regardé vraiment que les phases finales de cet Open. Je peux pas avoir un avis général. Mais parce que les matchs sont l'après-midi chez eux, donc c'est le matin, 3h du matin chez nous. Il faut se lever. Là, sur les phases finales, il fallait se lever à 9h. Bon, ça va. On n'en est pas à ça quand même. Les adolescents. Mais disons que. Il y a Papy qui était levé à 7h à aller chercher la baguette. Non, le point positif, c'était vraiment le retour du public. Des drapeaux, cool. Vraiment. Et puis des gestes obscènes sur les joueurs. On a cette femme qui fait un doigt d'honneur, mais à Rafael Nadal, en regardant Rafael Nadal dans les yeux, quelque chose de complètement taré. On a l'impression d'être dans un stade de foot. Mais ce qui est bizarre, alors je défends pas ce doigt d'honneur bien sûr, mais ça fait presque du bien
En fait, de Il se revoir passe quelque chose. La vie, c'est c'est ça, tout. de revoir des stades vivres. Alors bien évidemment, la femme a été virée du cours, mais Rafael Nadal était mort de rire, enfin plus choqué qu'autre chose. Mais ça fait presque du bien. C'est bête de dire que de voir un doigt d'honneur à un sportif, ça fait du bien. Alors bien évidemment, on défend ça et il faut pas le faire, bien évidemment. Ce sera dans les phrases de fin d'année, ça, Jean Sureda. Faire un doigt d'honneur à un sportif, ça fait du bien. Voilà. Mais non, mais de le voir, de voir un c'est stade vrai, oui. vivre tout simplement, ça c'est bien quoi. Bah, c'est sûr que ça change tout. Kevin, vous avez suivi vous ? Ouais, j'ai regardé quelques matchs. Ouais. Comment vous avez trouvé le niveau ? Parce que d'habitude, il y a les sportifs, les tennisman, pardon, ont une préparation. En général, il y a le tournoi de Doha qui est une semaine avant. Ils ont la préparation. Là, il y a eu la quatorzaine avant le tournoi. Il n'y a pas eu de préparation à part un vieux match exhibition 3 jours avant. Le niveau était là ou pas ? Bah oui, ce que j'ai vu, en tout cas, il y a eu des vrais bons matchs. J'ai surtout regardé les matchs de Kyrgios avec le public, c'était vraiment fou. Ça c'était cool, l'Australien à domicile. Ouais, franchement, bon, il a battu Hugo Humbert, c'est dommage parce que Hugo Humbert avait peut-être quelque chose à jouer dans ce tournoi, mais en tout cas, les matchs et le public étaient au rendez-vous, je trouve. Ouais, et puis, oui, mais quand même, moi, déçu parce que c'est vrai qu'on avait la sensation, surtout après la défaite de Nadal, que c'était peut-être l'année des jeunes, mais que la porte était ouverte, plus ou moins, disons, alors que pas du tout, en fait. Ouais, mais je crois que c'est ça, Marie. Hier avec la finale. Quoi. Vous avez trouvé la réponse à ma lassitude. Je crois que ça y est, il me saoule. Djokovic, Nadal, Federer me saoule. C'est... Ouais. Ah. Mais c'est extraordinaire, hein. Mais moi, j'en suis à me dire... En fait, ils ont tellement plus besoin de gagner de tournois pour être les plus grands, et on a vécu la plus glorieuse période du tennis qu'on connaîtra, ça va être dur de battre ce voilà, honnêtement j'aurais préféré et encore Medvedev mais ils doivent battre des records, des records. Nadal et Federer ont 20 grands chelems et après il y a attendez événement. Non mais j'ai envie de dire attention, grand spécialiste du jeu quatrième à droite. Il y a record et record quoi, parce que des fois il y a des records qui ont vraiment une signification, puis des fois quand vous lisez les trucs de NBA par exemple, voilà quoi, le mec plus 3 points avec une paire de chaussures rouges, il y a des records improbables. Non mais là Djoko, c'est un nombre de grands chelems quand même. Bon, Djoko, il en a fait l'objectif de sa vie là. Bon, il a 33 ans quand on voit. C'est lui qui va le battre. Franchement, regardez où se trouve Federer à 39 ans. Reprenez la machine qu'est Djokovic où il joue avec des abdos pétés pendant 2 semaines là parce qu'il était blessé à Melbourne. Mais attendez, mais voilà, ok, il aura sûrement peut-être 25 grands chelems à la fin de sa carrière. J'ai une question. Est-ce que vous croyez mais juste une question pour les fans de tennis. Est-ce que si Djokovic passe devant Nadal et Federer qui ont 20 grands chelems, passe à 21 grands chelems, est-ce qu'il sera considéré par les spécialistes comme plus grand et préféré à Nadal et Federer? Certainement non. pas. Vous voulez que je vous réponde? Il a donc plus ça de trophées. C'est le numéro 1. C'est sûr. Mais oui, mais il sera pas plus apprécié par les gens. Sincèrement, vous voulez son avis? Je l'ai eu au téléphone, je pense qu'il s'en fout complet. Il va aller au bout, mais bien entendu. Mais après, oui. c'est pas le. Effectivement, c'est une machine de guerre. Il a tout écrasé, même en étant blessé, et c'est génial. Bon. Après, les jeunes étaient là. Je veux dire, il bat Medvedev en finale qui s'est un peu fait dessus, pour parler poliment à l'antenne, en finale. Tsitsipas fait une demi-finale. Ils sont là, les jeunes. La jeune surprise, c'est pas d'où il sort là. Karatsev là. C'est ça, à part Tim qui, il est sur dur, Tim n'est pas bon, mais ils sont là quand même, les jeunes. Après, il faut réussir à battre Djokovic. Tsitsipas a battu Nadal en 5-7. C'est à double tranchant ce genre d'époque, quand vous avez des grandes stars comme ça qui marquent tellement un sport. Il peut toujours y avoir une période où le soufflet redescend quand ils arrêtent. Et je crois qu'il y a une forme de lassitude de la part des nouveaux champions. Ouais, c'est exactement ça. La période de transition là où ils continuent à gagner, les grands, ça commence un peu à saouler tout. Oui. C'est beau, on peut rien dire, c'est extraordinaire. Mais effectivement, on peut pas empêcher de temps en temps d'être un petit peu lassé. Et en plus, cette nouvelle génération, ça fait quand même, ça va commencer à faire 3-4 ans qu'on leur dit qu'on l'attend. Et que ça y est, longtemps, vous allez, alors peut-être pas reprendre le pouvoir, mais au moins gagner sur les 4, 2-3 grands chelems dans l'année. Et que c'est pas le cas, quoi. Parce que il y a Tim qui a gagné un grand chelem. Hein. Oui, voilà. Bon, c'était le US Open de 2020. Donc, bon. Voilà, oui, il en gagne un, mais bon. Et encore, on parle de 3, mais il y en a plus que 2, parce que Federer, je suis désolé, mais c'est terminé. On est d'accord. En parlant de Federer, on va quand même pas oublier les femmes, où la japonaise Osaka est en train de prendre le pouvoir chez les femmes. Elle a gagné son 2e Melbourne en 3 ans, je crois. Elle a gagné 2 Roland Garros en 3 ans aussi. Elle est en train de prendre le pouvoir chez les femmes. Elle a battu
Serena Williams Ouais, en vieillie, demi. elle aussi. Mais voilà, c'est ça. Est-ce que 40 ans, non, elle a 39 ans, elle a le même âge que Federer. Et elle s'est mise à pleurer en Elle a compris que conférence c'était de presse. fini, là, hein. Exactement. Donc Federer, on est d'accord qu'à part faire une tournée d'adieu et serrer des mains sur la dernière année, il gagnera plus Et il rien. est capable de faire une médaille au JO quand même sur une patte. C'est le seul trophée qui lui manque d'ailleurs. Oui, Le simple, il a gagné le double Oui, en oui, oui. 2008. Non, mais une médaille, 12, parce qu'elle est 8, gagnée, je sais 12, pas quand même. Je sais plus, avec Wawrinka. Mais voilà, c'est le seul trophée qui lui manque. Nadal, il va sûrement claquer encore un ou deux Roland Garros, mais c'est vrai que c'est Djokovic qui va être au-dessus. Franchement, quand j'ai vu Nadal, les premières images, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Le bestiau que c'est encore, il a 34 ans. Hein. Ouais, mais lui à 40 ans, il à 40 ans, il en fout de roulant. Non, mais ça, on a toujours dit aussi qu'il allait baisser physiquement un jour. Il a jamais baissé physiquement. Ouais. Ça, moi, je l'ai toujours cru. Ça n'est jamais. Puis Djoko, là, pour continuer sur Djoko, il a aussi, je pense, compris quelque chose en voyant la jeune génération. Il commence à changer aussi un peu sa façon de jouer. Il est plus près du filet. Mais ça, c'est il être prend de l'âge. intelligent, c'est bien. Oui, c'est être intelligent, mais c'est pour ça que il va falloir vraiment redoubler d'efforts pour la finale était chez nos confrères, enfin tout le tournoi était chez nos confrères d'Eurosport et le matin de la finale, donc hier matin, bien évidemment, je mets un réveil pour pas louper le début et je regarde l'avant-match et il montrait chez une télé étrangère britannique de mémoire ou peut-être même australienne, j'ai une bêtise, bref, une télé étrangère où Djokovic, on lui pose la question. Que pensez-vous de la nouvelle génération alors qu'il va jouer contre Medvedev? Ils ont dit ouais, la nouvelle génération est là. Par contre, il va falloir qu'il nous batte. Et deux heures après, il gagne en 3-7. Il y a pas mal de psychologie. Djokovic sera le meilleur de tous les temps pour vous s'il bat ou il y a aussi l'émotion, c'est le fameux débat qu'on a avec Mehdi, ça sera toujours Federer quoi qu'il arrive au-dessus. Pour moi, ce sera toujours Federer. Après, sûr qu'il va faire plus de titres de Grand Chelem que les autres. Ça, je pense qu'il n'y a aucun doute. Mais en tout cas, pour moi. C'est paradoxal, c'est comme Lewis Hamilton qui va sûrement battre Schumacher. Et tu fais pas tout. Bah si. Bah la preuve que non. Mais bon, dans le cœur, peut-être pas, ouais. Bah, bon, ça. Vous savez quoi? Maxime va se mettre au tennis dès la semaine prochaine. Oula, non, c'est jamais. Ça y est, ça va pas, je vais pas perdre mon temps avec ça. Pourquoi pas? Il est double champion du monde de Jokari. Ah ouais, même pas tous les sports de raquettes, vous bannissez ça. Ouais, les même raquettes, c'est pour tuer les mouches. Moi. Même au ping-pong, il a du mal. Alors, ah ouais, non, laisse tomber. Ouais. Bon, merci messieurs, merci à Coraline qui va être contente le week-end prochain. Pau ne va pas perdre, normal, ils ne vont pas jouer. Merci à Romain, merci à Romain à la réalisation vidéo. Et juste sinon le tennis c'est bien, regardez-le quand même. Hein. Oui, c'est fantastique le tennis, on est d'accord. Merci à vous messieurs, nous on se retrouve la semaine prochaine dans Sportez-vous bien. Passez une bonne semaine sportive et à lundi.